Bonjour à tous. Le cours d'aujourd'hui va parler de l'exploration neuroradiologique et diagnostic crânio-encéphalique. Du coup, on va parler de la partie encéphalique, ça veut dire le cerveau. Les modalités, on va commencer par la radiologie conventionnelle. Il faut savoir que cette modalité a été vraiment abandonnée dans l'exploration encéphalique. Restent quelques indications vraiment très rares, à savoir le traumatisme et en cas d'absence de disponibilité du scanner. Néanmoins, on va parler un peu de les incidences de travail, les incidences radiologiques en matière de crâne. Premièrement, l'incidence frontale de crâne. C'est un crâne de face, nez, franc et plaque. C'est un plan frontal parallèle au plan de film. Vue complète du crâne avec superposition de la base et du massif facial. Ça va nous permettre de voir la voûte avec ses sutures, à savoir coronale, lambdoïde et sagittale, et de voir la base avec plusieurs superpositions qui vont vraiment gêner l'exploration précise. Les variantes de cette incidence, c'est le nez montant plaque, NMP. Elle est faite pour l'étude des orbites et des sinus. Même maintenant, il y a quelques ORL qui demandent cette incidence à la recherche d'une sinusite. Un peu de radioanatomie de cette incidence. À droite, nez franc pour voir les sinus. Et à gauche, de face pour voir aussi les sinus. C'est un nez montant. On voit les sinus maxillaires, ici, les orbites, les sinus frontales, les fosses nasales, la mastoïde et les arcades zygomatiques. Ça, c'est une incidence frontale du crâne. On peut voir les sutures, les orbites, les os de crâne, à savoir le frontal, une partie des pariétales et le massif facial. Radio de crâne du profil, c'est une incidence latérale. Plan sagittal du crâne parallèle au film. Ça va donner une vue complète du crâne avec une partie de rachis cervical. Ça va nous permettre de voir les os de crâne, la voûte, les sutures coronales, occipitales et pariéto-occipitales. Lambdoïde. La base du crâne, elle est plus dégagée que sur le plan frontal, avec ses trois étages, antérieur, moyen et postérieur, et le massif facial de profil. Ici, ça va nous permettre de voir surtout la selle turcique, avec des signes indirects d'un élargissement de la selle turcique, parce que la base, elle est osseuse, qui se pose sur le sinus sphénoïdal. On peut voir, rechercher les fractures de la voûte et quelquefois les fractures cervicales hautes. Deuxième modalité, c'est l'échographie Doppler. C'est un examen non invasif. Il utilise les ultrasons avec une sonde émettrice et réceptrice, comme on a vu sur le cours de l'échographie, basé sur le calcul de la vitesse de la circulation des globules rouges au niveau des artères et des veines. Alors cette modalité, elle va se baser sur le calcul de la vitesse des globules rouges. Okay. Elle recherche les sténoses et les thromboses vasculaires. Utilisée en neurologie dans l'exploration des artères des troncs supraortiques par le Doppler DTS. Les troncs supraortiques, c'est les artères qui naissent de l'aorte et qui ont une destinée cérébrale ou faciale. Et des artères intracérébrales de polygone de Willis par le Doppler transcrânien.
Du coup, on a deux modalités d'écho Doppler. L'écho Doppler des TSA, transupraortique, et l'écho Doppler transcrânien. Ces deux modalités vont utiliser deux types de Doppler. Le Doppler pulsé, pour le calcul des vitesses, c'est des calculs avec des chiffres. Et le Doppler couleur, ça va nous donner des informations sur le sens de circulation du son. Est-ce qu'il est vers le cerveau ou au contraire? Le TSA, il va étudier les troncs supraortiques, à savoir les deux artères carotides communes, gauche et droite, la carotide interne, les carotides internes et les carotides externes, les artères vertébrales et les artères sous-clavières. Mais l'étude à destinée neurologique, elle va vraiment être concentrée sur ces deux artères, les artères carotides internes et les artères vertébrales. Voici un exemple d'une artère carotide commune. Avec ça, c'est la couleur, c'est le Doppler couleur. En rouge, ça veut dire qu'il monte vers le cerveau, c'est un sens normal. Et ici, c'est un Doppler pulsé avec ce graphe et le calcul des vitesses. Ici, la vitesse, elle est à 140. Par exemple, ici, elle est à 140. Ici, c'est la technique avec le positionnement du malade en décubitus dorsal, avec les différentes positions de la sonde spécifiques à chaque artère. Le Doppler transcrânien, c'est la pose de la sonde au niveau de la tempe. Parce que ici, il y a une ouverture osseuse. Du coup, ça permet aux ultrasons de passer à l'intérieur du cerveau. Et ça, c'est une image, c'est un exemple d'une image avec l'artère cérébrale moyenne, avec ses trois portions, M1, M2, M3, l'artère cérébrale postérieure et l'artère cérébrale antérieure. Ok? Et ici aussi, on peut calculer les vitesses et surtout le sens, parce que s'il y a une sténose quelque part, le sens va s'inverser. Le scanner ou la tomodensitométrie. La tomodensitométrie, c'est un examen irradiant, bien sûr, parce qu'il utilise les rayons X. Tomodensitométrie axiale, transverse avec ordinateur utilisant les rayons X. Ok? On l'a vu dans le cours de la TDM, c'est pas la peine de refaire ça. C'est une méthode, bien sûr, de mesure de la densité radiologique des volumes élémentaires d'une coupe, avec des pixels qui vont être projetés sur un écran avec un ordinateur qui va projeter une image qu'on peut, bien sûr, interpréter. C'est un examen irradiant, non invasif. Le temps d'examen il est rapide, de 5 à 10 secondes. L'examen morphologique, il permet un examen morphologique et fonctionnel. L'examen fonctionnel, il est permis par le scanner de perfusion qu'on ne va pas voir aujourd'hui. Positionnement du malade dans le scanner du cutis dorsal avec un centrage crâne. Les contre-indications, c'est les femmes enceintes, parce que les rayons X sont nocifs pour le fœtus. En cas d'injection de produits de contraste iodé, la contre-indication essentielle, c'est l'allergie à l'iode et l'insuffisance rénale. Les risques liés aux produits de contraste, c'est des produits de contraste iodés, alors un risque allergène, c'est surtout l'allergie avec des réactions minimes, urticaire localisée, réaction modérée, urticaire géant, vomissement voire œdème. Réaction sévère, œdème laryngé, œdème pulmonaire, bronchospasme, collapsus et arrêt cardiaque. La néphrotoxicité de produits de contraste qui peut accentuer ou aggraver une insuffisance rénale aiguë par nécrose tubulaire ischémique. Facteurs de risque sont l'insuffisance rénale connue, le myélome, le diabète et les médicaments néphrotoxiques. Résultat du scanner cérébral.
Il permet de visualiser les densités des différentes structures anatomiques traversées par les rayons, à savoir le crâne, parenchyme cérébral, système ventriculaire. La densité est exprimée en unité ensuite, on l'a vu déjà dans le cours de scanner. Selon la différence de densité, on aura une différence de contraste qui va être analysée et produire une image axiale qui va être interprétée. On est en train de refaire le cours de généralité du scanner. Les modalités du scanner cérébral, c'est un scanner avec des coupes sans injection de produit de contraste, coupe avec injection de produit de contraste iodé par voie intraveineuse. Avec le terme d'absence de prise de contraste, il faut le comprendre. L'absence de prise de contraste, c'est l'absence de modification de densité. Et la prise de contraste, c'est l'augmentation des densités, soit des structures vasculaires, soit d'une masse ou une formation cérébrale, comme pour les tumeurs hypervasculaires. La valeur normale de référence des densités de crâne, le LCR, il est en LCR, le liquide cérébro-rachidien, il est hypodense, alors sa densité c'est entre 0 et 5 unités en field. Le parenchyme il est isodense, entre 20 et 30 unités en field. Le sang il est spontanément hyperdense, entre 50 et 60 unités en field. La graisse hilaire, c'est une densité négative. Du coup, il apparaît noir. Ça, c'est le sang hyperdense, le parenchyme isodense. Et ça, ce point, c'est le V4. Du coup, c'est du LCR, c'est hypodense. Le scanner permet la reconstruction des images sur les différents plans, à savoir axial, coronal et sagittal, et ça améliore la qualité de l'interprétation. Ça, on a des exemples de densité, des différents fenêtrages de crâne. Avec le parenchyme, on a dit il est isodense, le sang hyper, l'os en hyper, l'air hypo et la graisse hypo. Et le LCR en noir, hypodense, hypodense. On a deux fenêtrages essentiels sur le scanner, c'est le fenêtrage soit parenchymateux pour l'étude du parenchyme cérébral et le fenêtrage osseux pour l'étude de l'os. L'aspect TDM d'une lésion est décrite en fonction de sa densité par rapport aux structures cérébrales adjacentes normales. Une lésion peut être soit hyperdense, blanche, claire, blanche, hypodense, noire ou sombre, isodense, couleur identique. Ça veut dire, par rapport, c'est la même densité par rapport au tissu voisinant, de voisinage. Ok? Hyperdense, hypodense et isodense. L'IRM, le principe de l'IRM, c'est elle utilise les propriétés magnétiques des protons d'hydrogène ayant l'ion H+ du corps, mais dans un champ magnétique recevant une onde de radiofréquence, entraînant une déstabilisation. On appelle ça une excitation, l'excitation des protons d'hydrogène, d'ions d'hydrogène. À l'arrêt de l'onde de radiofréquence, il retourne à l'état stable des excitations. Chaque ion émet un signe qui est recueilli par l'ordinateur. Les signes recueillis permettent de reconstruire une image. Selon les caractéristiques de l'onde de radiofréquence, on obtient plusieurs types d'images ou plusieurs séquences. L'examen, c'est un examen non invasif, dont l'examen il est lent pour comparativement au scanner. Il peut atteindre jusqu'à 30 minutes et plus, permet un examen morphologique et potentiellement fonctionnel. Ça, c'est l'IRM, positionnement du malade. Le patient est placé dans un mini-tunnel où règne un champ magnétique. L'émission d'ondes radiofréquence va
positionner les noyaux d'hydrogène du corps de patients dans un état particulier appelé résonance ou excitation. Le retour de ces noyaux d'hydrogène à leur état d'équilibre va engendrer la formation d'un signal dans une antenne réceptrice. Pourquoi on a choisi déjà, ça c'est la question que vous devez poser, pourquoi on a choisi l'hydrogène? Pourquoi pas le calcium? Pourquoi c'est pas l'azote, c'est pas le sodium? Tout simplement parce que l'hydrogène fait partie de l'eau, H2O. Et l'eau, elle est présente dans toutes les parties du corps humain. Du coup, ça rend l'IRM accessible à toutes les parties du corps humain. C'est tout simple, c'est simple et c'est efficace. Lors d'un examen IRM, c'est l'analyse de ce signal par un ordinateur qui permet l'obtention des images des différentes parties du corps humain. Du coup, si on a bien compris, on place le malade dans un tunnel avec où règne un champ magnétique. Okay? Dès qu'on actionne les radiofréquences, il y a différents types de radiofréquences. Chaque radiofréquence donne une séquence spécifique. Cette radiofréquence va exciter les noyaux d'hydrogène. Okay? À l'arrêt de cette radiofréquence, les noyaux d'hydrogène vont revenir à leur état initial. Et ce retour va libérer une onde d'énergie qui va être réceptionnée par une antenne. Okay? Cette antenne va transférer les informations à l'ordinateur. Cet ordinateur, il va donner une image qui va être interprétée. Les contre-indications absolues, certains dispositifs médicaux implantables actifs, parce que l'IRM est basé sur un champ magnétique. Du coup, les matériaux métalliques ils vont être soit chauffés, soit attirés par le champ magnétique. C'est pour ça que c'est une contre-indication absolue à l'IRM, comme pour les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs, les neurostimulateurs, implants cochléaires et les clips vasculaires, parce que c'est des matériaux métalliques. Les contre-indications relatives, c'est la grossesse. En général, elle est contre-indiquée lors des 3 premiers mois de grossesse. C'est tout. Et la claustrophobie. Résultat, l'aspect normal, c'est un normosignal, hypersignal. On peut avoir plusieurs types de signal. Okay? C'est comme le scanner. On parle au scanner de densité. À l'IRM, on parle de signal. On peut avoir un normosignal, hypersignal et hyposignal. Normosignal ou isosignal. Avantage, plusieurs séquences à contraste différents. On peut avoir plusieurs séquences à contraste différents. Ça dépend de le type de radiofréquence. Séquences angiographiques, on peut avoir des séquences angiographiques avec l'injection d'un produit de contraste paramagnétique, c'est le chélate de gadolinium. L'IRM a une excellente sensibilité en contraste, notamment dans les examens du système musculo-squelettique et du cerveau, où il est supérieur à la TDM. On peut avoir les 3 plans, comme au scanner, avec des vues coronales, axiales et sagittales. On va avoir quelques séquences de base. Séquence spin echo T1, c'est la séquence T1, avec le LCR qui va être noir, en hyposignal. La substance grise est en hyposignal par rapport à la substance blanche. On voit ça, c'est la séquence, c'est les substances grises. Elle est plus hypo que la substance blanche. Le LCR, il est noir. Et la graisse, elle est blanche, en hypersignal. Séquence T2, le LCR, il est blanc, hypersignal. La substance blanche, elle est en hyposignal. La substance grise, elle est en hypersignal par rapport à la blanche. Séquence T2 étoile, le LCR, il est en hypersignal. La substance grise est en hypersignal. La grise, comme tu vous verras, elle est blanche. Et la blanche, elle est grise, en hyposignal. Cette séquence, la T2 étoile, elle est sensible dans la détection du sang et des calcifications. On va
avec le sang et les calcifications qui vont apparaître en hyposignal. Notez-le bien, en hyposignal, noir. La séquence flair, la T2, c'est une T2 flair, La T2, c'est une T2 avec suppression de signal de LCR. Ok? C'est pour ça qu'elle s'appelle T2 flair. La T2 flair, c'est une T2 avec suppression de signal de LCR. Le signal de LCR est aboli. Du coup, ça va nous permettre de visualiser mieux les œdèmes, surtout les œdèmes en hypersignal, les œdèmes intracérébrales ou les masses tumorales. La séquence diffusion, c'est une séquence fonctionnelle sensible au déplacement des fluides en intracérébral. Ça va nous donner un hypersignal pour les tumeurs et pour les AVC. Ok, hypersignal dans les tumeurs et les AVC. Généralement, cette séquence, elle est couplée à l'ADC. L'ADC, c'est un calcul qui se fait par ordinateur afin de mieux, ça rend la séquence diffusée plus sensible. Ok, plus sensible aux tumeurs et à l'AVC. Scanner vs IRM. L'IRM a une excellente résolution en contraste avec excellente analyse des tissus mous, notamment au niveau de cérébral et musculo-squelettique. De quoi elle est supérieure à l'IRM. La TDM fournit des images de très haute résolution osseuse à la recherche de fractures, de calcification ou d'hémorragie. Le scanner cérébral reste l'examen de choix dans les lésions traumatiques hématomes sudurales ou la recherche d'hémorragie. Du coup, le scanner est le plus indiqué dans les situations d'urgence parce qu'il est rapide et il est accessible. L'angiographie numérique, la numérisée, elle utilise un tube à rayon X avec amplificateur de brillance, avec opacification des vaisseaux par injection intra-artérielle de produits de contraste iodé par introducteur ou la introduction d'une sonde dans l'artère fémorale jusqu'au tronc supra-aortique par contrôle radioscopique et cathétrisme sélectif des artères carotides ou vertébrales. C'est un examen invasif contre-indication essentielle de produits de contraste et des rayons X. Et ça va nous permettre, ça c'est une salle d'angiographie avec les tubes à rayons X qui sont mobiles. Ici c'est l'introduction au niveau de l'artère fémorale. Ensuite, ça va nous donner un bilan préopératoire, une cartographie générale de la vascularisation cérébrale, avec une précision supérieure au scanner injecté et à l'IRM injecté. Elle est toujours indiquée dans le bilan préopératoire des quelques tumeurs et des malformations vasculaires, comme les MAV et les anévrismes, et avec un volet thérapeutique, le traitement par angiographie, par embolisation ou chimio-embolisation des tumeurs ou des anévrismes ainsi que des MAV cérébrales. Ça, c'est un exemple d'injection sélective de la carotide avec un temps veineux et un temps parenchymateux et un temps artériel. Ça, c'est un exemple d'un anévrisme intracérébral, d'une sténose ou d'une MAV. On va parler de quelques aspects pathologiques crânio-encéphaliques. On va commencer par les fractures de la voûte. Elle est de gravité variante, allant de la fracture linéaire simple, c'est un trait radiotransparent touchant un os de crâne frontal, temporal, pariétal ou occipital, plus ou moins ramifié, non déplacé avec des berges osseuses plus ou moins écartées. Les fractures communicantes, communitives et fractures en barrure. Communitives, c'est des fractures complexes avec plusieurs traits, et en barrure, c'est l'enfoncement. C'est fracture avec enfoncement de l'os. Elle est complexe avec enfoncement d'un ou de plusieurs fragments osseux et possibilité de lésions cérébro-méningées associées. On doit faire un TDM en urgence à la recherche d'un hématome de contusion hémorragique.
Ça, c'est un exemple de fracture complexe avec enfoncement, fracture occipitale avec plusieurs contusions et hématomes cérébrales. Fracture de la base de crâne, en général, il s'agit de fracture de sphénoïde, généralement linéaire et grave, secondaire à un traumatisme violent, fracture de la voûte et radion à la base, fracture généralement ouverte, donc surinfection, fracture des orbites, des sinus et surtout des rochers. Intérêt majeur de la TDM pour un bilan lésionnel. Ça, c'est un exemple d'une fracture de rocher, et ça, de massif facial, avec le toit de l'orbite qui est fracturé. Les hématomes, on a plusieurs types. On va commencer par l'hématome extradural. C'est une collection sanguine extra-axiale. Extra-axiale, ça veut dire qu'elle entoure le cerveau. Intra-axiale, ça veut dire qu'elle est à l'intérieur du parenchyme cérébral. Extra-axiale, siégeant dans un espace virtuel situé entre la table interne et la dure mère. Secondaire, le plus souvent un traumatisme avec ou sans fracture. L'outil radiologique le plus fréquemment ou le plus performant est le scanner cérébral. Sans produit ou contraste, la détection d'un hématome extradural ne nécessite pas d'injection intraveineuse de produits de contraste. Sur les images TDM sans contraste, l'hématome extradural est visible comme une collection spontanément hyperdense, accolée à la voûte et dont la forme est béconvexe. Ça, c'est un hématome extradural. L'hématome sous-dural aigu, c'est une collection sanguine positionnée dans l'espace sous-dural, c'est-à-dire entre l'arachnoïde et la dure mère. Secondaire à un traumatisme avec déchirure d'une veine corticodurale. Le scanner sans injection de produit de contraste et l'examen de choix en urgence. Les hématomes sous-duraux ont une forme épousant la structure adjacente, c'est-à-dire qu'il n'est pas béconvexe, mais en bande. L'hématome sous-dural aigu apparaît comme un épaississement hyperdense en bande en croissant. C'est ça la différence entre sous-dural et extradural. C'est la forme. Extradural béconvexe, sous-dural en bande ou en croissant. Hématome intracérébral, c'est un hématome intra-axial. C'est une connexion hématique au sein du parenchyme cérébral. Le scanner l'objective facilement comme une zone de parenchyme cérébral spontanément hyperdense sur les scanners sans injection intraveineuse de contraste. Dans la densité varie entre 50 et 70 unités en filtre, l'apparence tomodensitométrique d'un hématome intracérébral varie avec l'âge de la collection sanguine. Du coup, son aspect sur le scanner SPC varie avec le temps. Elle évolue selon les jours. L'étiologie, plusieurs étiologies. La plus importante, c'est l'hypertension. Accident vasculaire cérébral avec transformation hémorragique, c'est l'AVC hémorragique. L'angiopathie amyloïde. Anévrisme, c'est la rupture d'anévrisme ou rupture de malformation vasculaire. Infarctus veineux, sur thrombose d'un sinus veineux par exemple. Néoplasie sous-jacente, c'est les cancers ou les néoplasies hémorragiques. Consommation de drogue, les traumatismes et les anomalies de coagulation, c'est les coagulopathies. Au scanner, on a une collection intracérébrale, spontanément hyperdense, entourée d'un œdème hypodense. Ok. Et ça, c'est un scanner copaxial d'un scanner injecté en phase artérielle afin de retrouver ou de rechercher une malformation ou un anévrisme qui a saigné. Engagement cérébral. Le cerveau est enfermé dans une coque rigide et les différentes structures cérébrales sont réparties dans différents compartiments délimités par la faute de cerveau en haut et la tente au milieu, la faute de cerveau au milieu et la tente de cervelet en bas. Une hernie cérébrale ou engagement se produit lors de l'augmentation de la pression intracrânienne provoquée
qui va provoquer la protrusion anormale du tissu cérébral à travers les ouvertures des barrières intracrâniennes rigides. Du coup, on a une augmentation de pression d'un côté, ou là, au niveau d'un hémisphère cérébral. Cette pression, cette augmentation de pression va pousser le parenchyme cérébral sain vers le côté opposé. Et ça va passer à travers des barrières intrahépatiques, des ouvertures intrahépatiques rigides. On va voir plusieurs types d'engagement. Les étiologies qui peuvent donner un engagement, c'est les tumeurs, les hématomes et les abcès, qui sont les pathologies les plus fréquemment vues associées aux engagements cérébraux. On va voir trois types d'engagement. Engagement singulaire, c'est la forme la plus souvent rencontrée. Le gyrus singulaire est déplacé vers l'hémisphère contralatéral et se trouve sous la foule du cerveau. Ça passe comme ça. Engagement temporal, la partie interne et basale du lobe temporal est poussée dans la fosse postérieure, comme ici. L'engagement cérébelleux, les tonsilles ou les amygdales cérébelleuses sont descendues dans le foramen magnum. Si on a une masse ici, elle va pousser le tonsille vers le bas. Si on a une masse ici, par exemple, ça va pousser le lobe temporal vers la fosse cérébrale postérieure. Si on a une masse pariétale, ça va pousser le parenchyme cérébral vers l'autre côté, en sous-tentoriel, sous la faute de cerveau. L'hémorragie sous-arachnoïdienne, c'est une extravasation de sang qui s'étend sur la surface du cerveau, plus exactement dans les espaces sous-arachnoïdiens. Étiologie, on a les traumatismes, c'est la cause la plus fréquente, la rupture d'anévrisme, la cause la plus fréquemment rencontrée parmi les étiologies non traumatiques, les malformations vasculaires, les dissections et les tumeurs hémorragiques. Au scanner, le sang frais est spontanément hyperdense sur les coupes de scan. La visualisation sur les coupes de scanner des sillons et des citernes sous-arachnoïdiennes spontanément hyperdenses permet de poser le diagnostic d'hémorragie sous-arachnoïdienne. Du coup, sur le scanner, c'est l'aspect hyperdense des espaces sous-arachnoïdiens. C'est quoi ces espaces? C'est les sillons, surtout les sillons, et les citernes de la base. À l'IRM, l'IRM est plus sensible dans la détection des hémorragies sous-arachnoïdiennes, surtout en se basant sur deux séquences. C'est la T de Flair, où on a l'hémorragie sous-arachnoïdienne qui va apparaître en hypersignal, et bien sûr les T de étoile, on a dit qu'elle est sensible au sang. Du coup, on aura une anomalie de signal en hyposignal, des espaces sous-arachnoïdiens. Hyposignal. Les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, l'hémorragique c'est la même chose que l'hématome intracérébral. Ischémique, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Le traitement spécifique est la thrombolyse intraveineuse ou la thrombectomie mécanique. La thrombectomie mécanique, elle se fait par angiographie cérébrale. On va monter et voir le thrombus à l'intérieur de l'artère et on va l'extraire. Ces techniques doivent être faites entre 4 et 6 heures, avant 4 et 6 heures du début de la symptomatologie. C'est l'infractus ou l'accident vasculaire cérébral ischémique, c'est une zone d'infractus ou de ramollissement systématisé dans le territoire de l'artère occluseuse. Les deux modalités, c'est le TDM et le scanner. Le TDM SPC sans produit de contraste, c'est l'examen de choix à faire en urgence. Les anomalies vont changer d'aspect à travers le temps. À J1, c'est l'AVC suraigu. La TDM peut être normale au début de l'évolution, mais on peut avoir des signes précoces qui sont l'effacement des sillons, aspect hyperdense d'une artère cérébrale, des différenciations entre substances blanches et grises et l'effacement de noyaux lenticulaires. Ça, c'est des signes précoces
qu'on peut voir de l'AVC ischémique. Entre G2 et G8, aspect le plus typique. Ici, l'AVC est vraiment installé, on ne peut pas le traiter, il n'y a aucune chance que ça guérisse. On aura une zone hypodense mal limitée, grossièrement triangulaire, à base externe, avec effet de masse. Et bien sûr, elle est systématisée à un territoire cérébral, à un territoire artériel. Entre G8 et G15, la deuxième semaine, l'hypodensité devient plus homogène et de contours plus nets. Au-delà de la deuxième semaine, persistance de séquelles, c'est la période chronique. On aura une atrophie avec ou sans cavité parencéphalique. Cavité parencéphalique, c'est une cavité kystique, remplie de LCR. Ok, LCR. L'IRM, il est plus sensible et plus précoce que la TDM, détecte les infarctus de petite taille, donne l'étendue et la gravité de l'infarctus dès les premières heures, surtout en se basant sur la séquence de diffusion. Les séquences de base, c'est les T1, T2, T2 flair, T2 étoile, séquences morphologiques, c'est des séquences morphologiques. La diffusion avec cartographie ADC, c'est la séquence fonctionnelle. Mais les deux séquences majeures dans le diagnostic de l'AVC ischémique sont la diffusion. On aura un hypersignal diffusion avec restriction de l'ADC. Du coup, la carte ADC va montrer un hyposignal. Du coup, hypersignal diffusion, hyposignal ADC. Et la T de flair va montrer un hypersignal franc, œdème ou sous-cortical. On peut rajouter l'angio-IRM de polygone de Willis pour visualiser les artères occluses en hyposignal. Artères circulantes normales apparaissent en hypersignal. Ici le scanner avec ces signes précoces, l'hyperdensité, surtout ici on a l'artère sylvienne moyenne, hyperdensité spontanée, l'effacement du noyau lenticulaire, ici on le voit, ici il est effacé, et l'effacement des sillons. Si on compare cette zone avec cette zone, on constate qu'il y a un effacement des sillons. Entre G2 et G8, c'est la plage hypo-intense systématisée à un territoire. Ça, c'est le territoire de l'artère cérébrale moyenne. Et la phase chronique avec cette cavité parencéphalique, c'est une cavité, c'est une lésion kystique du même signal que le LCR. Sur l'IRM, on a dit qu'il y a les deux séquences les plus importantes, c'est la flair avec cet hypersignal, je ne sais pas, est-ce que vous le voyez, hypersignal sous-cortical, la plage en hypersignal diffusion avec hyposignal en diffusion, en ADC. Et ça, c'est la séquence angiographique avec l'occlusion de l'artère cérébrale moyenne, gauche. Merci et bon courage.